Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais faire l'appel, si vous voulez bien. Pardon pour ces quelques minutes de retard. En principe, je suis là. Madame Semavoine, Madame Hilde, Monsieur Bernos, Monsieur Patriarche, Monsieur Pess, Monsieur Harib, il arrive, Harib Carib, Michel Laban, Monsieur Lalanne, Monsieur Laine, présent. Monsieur Morat, Monsieur Bourriat, Monsieur Plissonneau, Monsieur Guillaume, Monsieur Arberet, Madame Biazon, Madame Bignalette, Monsieur Boniface, Madame Bonnemazon-Carrère, Madame Bouchanafa, Monsieur Brun, Monsieur Cabane, Madame Castera, Monsieur Chenevière, Monsieur Cléris, Monsieur Coy a donné pouvoir à Monsieur Patriarche, Monsieur D'Artigol, Madame Dehos, Madame Denis, Monsieur Duchâteau, Madame Espagnac est excusée et ne fait plus partie d'ailleurs. Non, elle a démissionné. Elle est remplacée par... Elle fait encore partie pour ce conseil? Comment est-ce possible puisqu'elle a démissionné du conseil municipal de Pau? Qu'au prochain conseil. Bon. Madame Garcia, Monsieur Giraud, Madame Gratacos, pardon, Monsieur Gratacos, Monsieur Jacotin, Monsieur Lacoste, Madame Laradet a donné pouvoir à Monsieur Duchâteau, Monsieur Laurent, Monsieur Lestorte, Madame Lipsos-Alnave, Madame Manuel, Madame Mestelan, Madame Pédetour, Monsieur Pérez, Madame Poitou, Madame Revel d'Arocha, Madame Roy, Monsieur Sobat, Madame Thieu-Morat, Madame Tisnerat, Madame Vandael, Monsieur Vaujany, Madame Wolf. Eh bien, c'est l'anniversaire de Madame Wolf. Je m'étais permis de lui souhaiter en privé. Et grâce à Madame Poitou, nous pouvons lui souhaiter en public. Bien, vous avez sur vos bureaux une enveloppe qui a été distribuée dans tous les pavillons de l'agglomération pour le tri collectif et les nouvelles consignes qui permettent d'améliorer le tri, la performance, la réutilisation pour ce qui doit être réutilisé, la valorisation des déchets qui nous permet de participer au travail collectif pour le développement durable et la protection de la planète, Madame Semavoine. Nous vous remercions de cet effort de créativité pour un sujet qui est très sérieux, puisque, vous savez, nous voulons être parmi les cités qui réussissent le mieux cette valorisation et ce tri. Je voudrais... il faut désigner un secrétaire de séance. Madame Roy, vous m'avez manifesté avant d'entrer dans la salle votre volonté, votre supplique d'être secrétaire de séance. Voilà que nous accédons à vos désirs. Bien, je voudrais faire deux petites mises au point, si vous voulez bien. La première, j'ai écrit à Pascal Faure, le maire de Pouaille-l'Escar, pour lui dire que je récusais les informations qui étaient parues dans la presse à propos d'une décision que nous aurions prise d'installer une aire de grand passage sur le territoire de la commune de Pouaille-l'Escar. J'ai été, comme lui, très choqué par ces informations, car nous n'avions jamais eu l'occasion d'en parler, pas plus que nous n'avions eu l'occasion d'en parler avec M. Larieux, le président de la communauté de Miaille de Béarn, qui va nous rejoindre.
Et je lui ai exposé la situation comme elle était. C'est-à-dire que nous avons devant nous, chacun des membres de cette Assemblée le sait, la question très difficile de l'accueil et de la localisation des gens du voyage. C'est une question très difficile, très brûlante, déstabilisante pour un certain nombre de communautés. Et donc cette question, elle se divise en deux. Et l'ère de grand passage n'est pas la plus difficile. La première question et la plus difficile, c'est celle de la localisation de voyageurs en train de devenir sédentaires et qui s'installent, s'arrêtent dans des lieux, dans des zones dont nous connaissons tous la précarité. On peut citer le camp Nobel, on peut citer Pissar-Santarelli, on peut citer la Barrière Verte, on peut citer Lons, on peut citer l'Escar. Il y a évidemment des Gelos. Non, il n'y a pas de fixation à Gelos, c'est des passages uniquement, si. Ouais. Jurançon, etc. On a là des difficultés qui sont des difficultés très importantes parce qu'il s'agit d'installations pérennes, destinées à s'installer, à être là tout le temps. Et c'est ça le plus difficile de ce que nous avons à faire. Deuxièmement, deuxième question, les aires de grand passage. Les aires de grand passage, ça n'est pas des installations pérennes, ce n'est pas destiné à durer. Ce sont des groupes nombreux, très souvent pour des raisons religieuses, évangélistes, catholiques, qui viennent pour des missions, entre guillemets, des semaines de prédication, ou qui viennent pour des pèlerinages, et le pèlerinage du 15 août à Lourdes est le plus notoire. Donc, 4, 5, 6 semaines, et puis après ils repartent dans leur lieu d'habitation ou de séjour habituel. C'est ça les aires de grand passage. Quand nous avons en bureau des maires envisagé cette question, nous avons regardé 3 ou 4 pistes à l'intérieur de l'agglomération, et dans ces 3 ou 4 pistes, le terrain des anciennes aires d'autoroute de Puey-de-l'Escar n'était pas mentionné. Nous ne l'avons donc jamais examiné sur le fond en bureau des maires. Et puis, peu à peu, avec des péripéties que plusieurs d'entre nous connaissent, on nous a proposé ce terrain et simplement les services de la société d'autoroute ont fait un certain nombre de vérifications préalables. C'est là que nous en sommes. Nous n'avons jamais, en bureau des maires, étudié ce terrain-là, encore moins pris une décision. Et tous mes collègues autour de moi peuvent le dire. J'ai profondément déploré les fuites qui ont fait que une rumeur s'est transformée en information et une information en publication. Je me suis évertué à dire que ce n'était pas fondé et je le répète encore aujourd'hui. Au demeurant, qui peut imaginer que nous puissions disposer d'un terrain extérieur à l'agglomération pour y installer alors que nous n'en avons pas la maîtrise, que nous ne sommes pas des élus de ces communes-là, une aire de grand passage. Et donc j'ai écrit cela à M. Faure, qui était naturellement extrêmement troublé par ce qu'il avait lu, et qui croyait que nous avions décidé sans même lui en dire un mot. Alors c'est un sujet qu'on va reprendre, ce sont 2 sujets, mais le premier plus que le second, extrêmement difficile, dont le travail de préparation ne peut être conduit que si on a le sérieux de réfléchir tous ensemble sans faire de la communication outrancière à ce sujet. Et c'était donc la première mise au point que je voulais faire. Nous n'avons ni instruction, ni délibération, encore moins décision sur ce sujet.
Voilà pour le premier point. Deuxième point, il y a un certain nombre d'informations qui ont affolé le Landerneau sur les travaux du stade du hameau, en indiquant qu'ils étaient retardés, que tout ça, c'est des blagues. Il y a eu une adaptation du calendrier. André Harib n'est pas arrivé. Hein. Il y a eu une adaptation du calendrier pour des raisons sportives, pour mieux conjuguer les travaux et la saison sportive. Point à la ligne. Aucun retard, au contraire, on est plutôt dans le timing et le cabinet d'architectes est plutôt tout à fait respectueux du temps, de l'agenda que nous nous sommes fixés. Il y a eu une procédure lancée par l'Ordre des architectes sur la définition du concours que nous avions choisi, pour une raison dont je me permets de souligner le caractère baroque, surprenant. La raison est celle-ci. Nous avions sélectionné 10 cabinets d'architectes pour ce concours, puisqu'il s'agit du concours, d'un concours, non pas d'un concours d'architecture, mais d'un concours pour choisir une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc choisir non pas un projet, mais un architecte pour nous aider. Je suis très content de ce concours et je me félicite tous les jours que nous l'ayons choisi parce que quand vous avez à concilier une saison sportive et les travaux d'un stade, il faut être tous les jours à régler les choses et on a fait un choix, à mon avis, très heureux, à la fois du point de vue de ce que nous connaissons maintenant, après des mois, c'est-à-dire le rendu du projet, le calendrier, les méthodes qui ont été choisies et le respect des devis. Mais les 10 cabinets d'architectes avaient été choisis, le concours s'est réalisé et l'architecte reproche au concours, de manière tout à fait erronée, que les architectes aient déposé des dessins. Alors ça vous paraîtra surprenant, mais l'Ordre des architectes dit qu'il n'y a pas le droit de déposer un dessin quand on fait un concours, de choisir une assistance à maîtrise d'ouvrage. À quoi nous répondons? Deux choses. La première, c'est que les 10 cabinets d'architectes ont déposé un dessin chacun. 10 sur 10. Il n'y a donc pas eu la moindre rupture d'égalité. Deuxièmement, nous n'avons tenu aucun compte des dessins, ils n'ont pas été commentés, ils n'ont pas été discutés pendant le jury, à telle enseigne que le cabinet choisi, le cabinet Camborde qui est de Pau, a été choisi à l'unanimité, y compris le vote du représentant de l'Ordre des architectes. Les 2 représentants de l'Ordre des architectes, je crois qu'il y en avait 2, si ma mémoire est fidèle, les 2 représentants de l'Ordre des architectes ont voté pour. C'est dire à quel point, enfin un seul, je ne sais plus si c'est 1 ou 2, le représentant de l'Ordre des architectes a voté pour. C'est dire à quel point c'est baroque. S'il y avait eu un seul qui avait déposé des dessins, très bien, mais tous ont déposé des dessins et des photos pour faire comprendre ce qu'ils voulaient faire, quelle était leur capacité et leurs intentions. Et nous n'avons tenu compte d'aucun élément graphique. Nous avons tenu compte de l'expérience, de la connaissance du site, du côté pratique qu'il y avait à avoir un cabinet d'architectes qui avait l'expérience de ce site et qui avait l'expérience de beaucoup d'autres sites sportifs, puisque, je le rappelle, ce sont les architectes du Palais des Sports. Ce cabinet est le cabinet qui a été le cabinet d'architecture du Palais des Sports et du coup du Palais des Sports de Xi'an en Chine aussi. Donc on a tenu compte de leur expérience, de leur savoir-faire et je crois qu'on ne s'est pas trompé. C'est donc une procédure qui est à mes yeux baroque. J'ajoute que cette procédure n'interrompt en rien les travaux du stade. Donc je voulais faire cette mise au point pour que litière soit faite de toutes les rumeurs qui existent. Alors tout à l'heure, on aura une délibération, je crois que c'est aujourd'hui, pour choisir un avocat pour nous défendre dans cette procédure surprenante, mais qui ne menace en rien et d'aucune façon les travaux du stade. C'est pourquoi je trouve qu'il vaudrait mieux, dans ces cas-là, qu'on vérifie systématiquement les informations
Je dis ça avec l'admiration sans borne qui est la mienne, pas sans borne, fondée, qui est la mienne pour la presse locale et sa manière de travailler. Voilà les deux mises au point que je voulais faire. Bien, merci beaucoup. Alors nous allons prendre, si vous voulez bien, les rapports de notre session d'aujourd'hui. Il faut éclaircir cette histoire de Frédérique Espagnac, parce que je ne comprends pas pourquoi elle est toujours membre du Conseil. Mais oui, mais elle n'est plus membre du Conseil en tout état de cause. Bon, très bien. Très, très bien. Monsieur Bernos était excusé. Il a dit « je ne peux pas être là sauf miracle », eh bien le miracle a eu lieu. Bien, vous avez lu les décisions prises en application de l'article L5211-10. Il n'y a pas de remarques. Si, Monsieur le Président. Oui. Juste une petite précision. Monsieur Lalanne. Oui. Alors, ça me permet de réagir à votre intervention précédente. Ma réaction concerne la désignation justement du cabinet Henri Abécassis pour représenter, je lis, c'est une décision qui date du 7 septembre 2015, pour représenter la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau dans le cadre de la requête déposée le 20 août 2015 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des architectes sollicite l'annulation du marché de maîtrise d'œuvre attribué au cabinet Camborne dans le cadre de la réhabilitation du stade du hameau. Donc les honoraires du cabinet seront réglés au moyen des crédits, etc. Donc sur un sujet qui fait, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de diversion qui fait consensus, l'importance d'un investissement qui sera, je pense, en plus l'investissement majeur de la mandature. Vous avez réagi en disant que c'était des élucubrations de journalistes, bien sûr. J'ai pas employé ce mot. D'accord, ok. Alors moi je le prends, je l'interprète comme ça, ou alors que c'était une rumeur, mais il y a eu un article de presse, et moi en tant qu'élu de communautaire, effectivement, soucieux que ce dossier avance, je suis en droit, et nous sommes en droit d'être inquiets, et de ne pas prendre par-dessus la jambe un tel recours, parce que je pense que lors des architectes, même s'ils peuvent être battus, déboutés, ont sans doute des arguments. Alors, ma remarque, elle est sur la forme d'abord. Je le disais, on découvre dans la presse un sujet quand même qui est d'importance, parce que quand on est devant le tribunal sur un sujet comme celui-ci, on ne peut pas ne pas informer au moins le bureau des maires. Et sur un sujet comme celui-ci, qui date donc de septembre 2015, on aurait pu être informé. Alors j'en profite pour dire que, pour rappeler que moi-même et d'autres élus avaient souhaité que ce sujet qui est important, ce dossier qui est important, fasse l'objet de la mise en place d'un copil. Alors je ne sais pas si dans le cadre du comité de pilotage on aurait été plus vigilant, je ne sais pas. Peut-être qu'à plusieurs, on peut être plus intelligent ou pas, mais en tout cas pas moins. Et je renouvelle ma demande que nous soyons mieux informés, qu'il y ait un fonctionnement moins vertical. Alors effectivement, vous pouvez, c'est votre droit de vous appuyer sur l'expertise, les services, etc. Mais il y a des élus, et même si il peut y avoir une majorité, une opposition sur des projets, sur ces projets-là, on devrait être informé. Non, mais il y a eu comité de pilotage, Monsieur Lalanne. Moi, j'ai demandé à y participer, un nombre d'élus, et on n'a pas... Monsieur Harib peut non. témoigner ici qu'on a eu des comités de pilotage avant la définition et l'attribution de ce marché, sur ce qu'était notre volonté pour le stade. Les dirigeants de la section paloise y participaient aussi.
On a eu plusieurs rencontres, je ne me souviens plus combien, M. Harib, sur ce sujet, mais en tout cas, moi, j'ai participé au moins à l'une d'entre elles, et vous, M. Lalanne, aussi. Non. Je me souviens, moi, d'avoir même rapporté debout et que vous étiez sur ma gauche. J'étais debout du côté écran. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous un comité de pilotage, mais bon, c'est pas une réunion publique, c'est pas un conseil communautaire, c'est pas une commission, bon, peu importe. Enfin, ça, c'est sur la ça a eu lieu et vous y étiez. Non, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Bon. Avant qu'on ait défini le marché, M. Harib est là et peut en attester. Je ne parle pas simplement du marché, qu'on gagne du temps. Un comité de pilotage, il voit l'ensemble de la démarche, le projet, et je ne me borne pas simplement au sujet du contentieux juridique. Ça, c'est une chose. Donc, moi, je ne parlais pas du contentieux juridique, je parlais du stade. Et donc, le souhait renouvelé, c'est qu'effectivement, il y ait, sur des grands projets comme celui-ci, des comités de pilotage, et que sur des questions, et j'y viens, comme celle-là, les vice-présidents, les élus, les maires soient au moins au courant. Donc, votre présentation est un peu cavalière parce que je crois que ce sujet-là ne peut pas être sous-estimé. C'est dans la lettre, dans le document que vous nous avez remis, que les services nous ont remis, c'est bien que l'ordre des architectes sollicite l'annulation du marché de maîtrise, donc il y a quand même un fondement juridique à leur démarche, et je pense qu'on a tout lieu d'être inquiet par rapport à une possible annulation ou même des problèmes, même s'il n'y a pas d'annulation. J'aimerais que vous nous répondiez là-dessus, précisément. Moi, je vous dis, monsieur Lalanne. Ça nous rassure. Je termine. Et ensuite, vis-à-vis des architectes, si la procédure est contestée par eux, si les architectes spontanément, comme par hasard, ont fourni des documents, c'est bien que dans le marché, on sollicitait un peu plus que ce que vous dites. Et donc, la preuve, c'est que s'ils donnent spontanément des vues et des esquisses, cela peut être assimilé à un concours d'architectes. Et moi, je fais une proposition. Je ne sais pas si juridiquement c'est possible qu'on trouve une médiation avec les architectes, avec l'ordre des architectes, pour que, même si ça coûte, qu'on rentre dans les règles juridiques, qu'il n'y ait pas de contentieux sur le sujet, qu'on ne joue pas avec le feu avec une possible annulation. La presse disait que ce n'était pas suspensif. Hein. Et donc, je pense que c'est important de trouver une sortie par le haut, avec l'ordre des architectes, avec les architectes, et qu'on ne fragilise pas ce dossier. Monsieur Lalanne, c'est très clair. Pour nous, il n'y a aucune sortie à trouver parce qu'il n'y a pas de problème. À telle enseigne, je le répète, que le représentant de l'ordre des architectes non seulement a participé au jury, mais a voté pour le choix que nous avions fait. Et comme vous étiez représenté dans ce jury, il suffit de vous retourner vers ceux qui y participaient. Et le choix a été fait, le choix du cabinet Cambord, bien connu à Pau, a été fait à l'unanimité, y compris le représentant de l'ordre des architectes. On n'a jamais remis en cause, et personne ne remet en cause le choix du cabinet Cambord. Alors ne faites la question, pas... c'est après, on ne maîtrise pas, et moi je l'avoue, hein, en tant que maire, on a besoin de conseils juridiques, d'experts. Ne faites pas, et donc, Monsieur la Lalanne. question, c'est effectivement la démarche juridique, est-ce qu'on est dans le clou ou pas? Ne faites pas peser une incertitude là où, à notre sens, il n'y en a pas. C'est pas moi qui l'ai posé. Ça n'est pas suspensif. Nous défendrons le bon sens élémentaire. On avait mis dans le texte du marché, si ma mémoire est fidèle, tout document susceptible d'éclairer le jury. Quelque chose comme ça. Hein, c'est à peu près ça. Bon, c'est sur ça que tout document, certains cabinets nous ont fourni des photographies de stades qu'ils avaient réalisés. D'autres nous ont dit comment ils imaginaient le placement sur le terrain. Bon, il n'y a, à mon sens, aucune difficulté, parce que s'il y avait eu une difficulté, le représentant de l'ordre des architectes n'aurait pas participé ou n'aurait pas voté pour. Au demeurant, ça n'est absolument pas suspensif, et je pense qu'il faut faire très attention à faire peser des menaces qui n'existent pas. J'ai eu encore
cabinet cet après-midi, franchement, ils ne souhaitaient pas ce genre de troubles. Hein. Ils veulent avancer comme il est normal et ils savent bien que tout ceci est tout à fait légal et de bon sens, comme je le disais. Donc, parce qu'ils n'ont jamais fourni de plan, c'était pas un concours. Et on n'a jamais tenu compte de ces vues qui ont été fournies. Jamais. Parce que nous, ce que nous souhaitions, c'était d'avoir un bon cabinet d'architectes qui nous aide, que nous connaissions, enfin, dont nous sachions ce dont il était capable et ce qu'il avait fait préalablement. De surcroît, il l'est de peau, donc pour moi, je trouve qu'il faut le défendre et pas le mettre en déséquilibre. Voilà. On ne le met pas en déséquilibre. Ben si, vous le mettez en déséquilibre. Non, ne faites pas diversion. Vous savez très bien, vous savez très bien ce que patelinement, j'ai dit patelinement, pas hypocritement, j'arrive à voir la différence, mais patelinement, c'est ça que vous êtes en train de faire. Prenons pas les choses comme si nous étions... Nous avons tous des projets, à l'agglo comme dans les villes. Et les architectes souffrent, et peut-être ils sont très vigilants quand on leur demande de tout document qui peut être assimilé à une prestation. Et donc, une prestation, c'est plus l'appel d'offres qui est demandé. Et je pense que c'est important qu'on soit clair sur ce dossier, parce qu'il y aura d'autres dossiers sur lesquels, lors des architectes, où les architectes seront vigilants si l'agglomération paloise n'est pas claire avec eux. Voilà. Mais cela dit, ce type de démarche corporatiste que vous décrivez me paraît pas adapté. Nous sommes des élus, nous choisissons la meilleure procédure possible. Et nous l'avons fait avec l'honnêteté la plus scrupuleuse. Et je m'en réjouis beaucoup du choix qui a été fait. Monsieur Brun. Oui, Monsieur le Président. En fait, d'abord pour préciser qu'il y a eu de multiples réunions du comité de pilotage. Monsieur Sobat, adjoint au sport, Monsieur Harib, tout le monde peut vous le dire. C'est une question qui a été examinée sous tous ses aspects en fonction des nécessités. Les nécessités que la section passe en top 14. Qu'en fonction du cahier des charges du top 14, le stade doit respecter un calendrier au niveau des places disponibles, couvertes, assises, pas assises, etc., extrêmement rapide et dans des délais totalement difficiles à tenir. Alors, première remarque, le Conseil de l'ordre des architectes reproche qu'on n'ait pas fait une procédure d'appel d'offres. Une procédure de concours, exactement. Si on avait fait une procédure de concours, il est certain que nous n'étions pas dans les clous et que le terrain n'était pas homologué pour les matchs. C'est certain. Ben oui. C'était totalement impossible. Je vais aller plus loin. C'est que les membres du comité de pilotage et le club ont envisagé une formule rapide et simple qui consiste à faire ce qu'a fait La Rochelle. C'est-à-dire faire l'agrandissement du stade en modulaire. En préfabriqué. En préfabriqué. Les devis ont été faits, ils se sont déplacés à La Rochelle pour voir comment c'était fait. Le club était plutôt pour. Le club était plutôt pour, ça coûtait beaucoup moins cher, et on pouvait le faire sans le moindre recours à un architecte. Sans le moindre recours à un architecte, et c'est incontestable. Monsieur le Président a souhaité, s'agissant du stade, qu'il y ait un geste architectural, c'est-à-dire c'est un mouvement qui est fait vis-à-vis des architectes, de cette profession. En leur faveur. En leur faveur. C'est là que c'est quand même renversant, cette histoire. Et donc, on a décidé de procéder par la seule manière qui pouvait répondre au délai, qui est cette procédure d'appel d'offres restreint. Procédure qui a été faite avec un cahier des charges dont Monsieur le Président rappelait le contenu, à savoir qu'il devait fournir, suivant un certain nombre de contraintes, notamment, et ce n'est pas des moindres, en permettant pendant les travaux la poursuite des matchs, tout en ayant le nombre de places requis. Donc, on a lancé ce concours, cet appel d'offres restreint, et il y a eu des réponses. Et il se trouve que dans ces réponses, tous ont fourni qui un dessin, qui un vague plan, et c'est comme ça que ça nous est arrivé, sans que ça ait été exigé d'aucune manière.
Lors de la séance, le représentant de l'ordre des architectes a fait observer qu'il ne devait pas y avoir de prestations graphiques. Et nous avons décidé au niveau de la commission d'appel d'offres d'écarter ces prestations graphiques. Et c'est la raison pour laquelle le représentant de l'ordre des architectes a voté favorablement. S'il avait été tenu compte des prestations graphiques, le représentant du Conseil de l'ordre des architectes avait dit « moi, je m'y oppose ». Donc on a déféré en toute, j'allais dire, innocence, puisqu'on n'avait rien demandé à personne et que tout le monde nous a fourni un dessin. On a écarté ces dessins et on a statué là-dessus, y compris le représentant de l'ordre des architectes. Alors, ce que je veux dire, si vous voulez, il y a une autre donnée qui rendait cette procédure tout à fait adéquate, c'est lorsqu'il y a un concours d'architectes, au résultat du concours, vous êtes, vous, maître d'ouvrage, complètement dessaisi. Vous ne pouvez pas intervenir sur le chantier en disant en progressant, il faut plutôt ci, il faut plutôt ça, ce qui est absolument nécessaire dans ce dossier, parce que les besoins du club, l'évolution du chantier, les chronologies de calendrier amenaient à ce que le maître d'ouvrage puisse intervenir. Donc cette procédure est dans les délais et dans son déroulement était la seule qui soit véritablement adaptée aux besoins de la cause. Voilà pourquoi cette procédure a été adoptée. À notre grand étonnement, l'ordre des architectes, alors que son représentant a voté pour, a cru devoir mettre en cause cette décision. Très bien, c'est devant les juridictions. Ça fait partie de la vie, monsieur Lalanne. Chacun peut demander les annulations, les dommages et intérêts qu'il veut. La justice est là pour ça, elle tranchera. Et je ne pense pas qu'il faille s'en inquiéter outre mesure, dans la mesure où les conseils qui ont été saisis à ce jour ne manifestent pas, quant à eux, une grande inquiétude quant à l'issue du dossier. Voilà. Au demeurant, rien de tout ça n'est mis en risque parce que, au pire, il faudrait reprendre une délibération. Point. Ça change rien. C'est quand même extrêmement rare, exceptionnel, où ça ne se passe jamais. Oui. Bah, écoutez, peut-être vous n'avez pas vous n'avez pas dû avoir beaucoup de... Peut-être Lalanne, hier, ça ne se passe pas, mais ailleurs... Monsieur Lalanne, ça a été mon métier, je peux vous dire que ça se passe assez souvent. Bon. Très bien. Le compte-rendu des décisions du bureau appelle-t-il... Oui, pardon, monsieur. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur un point, toujours sur la même chose. Et vous ne nous avez pas répondu à la première question qu'avait posée Jean-Yves Lalanne, à savoir... Pourquoi y a-t-il un délai de pratiquement 6 mois entre la prise de décision qui était la vôtre de mandater un cabinet d'avocats au mois de septembre, alors que cette décision et ce relevé de décision intervient simplement, et nous en sommes informés simplement aujourd'hui, dans la mesure où on a eu d'autres conseils communautaires, et notamment celui du 26 ou du 28 novembre, au cours duquel il y avait des relevés de décision qui étaient à peu près aux alentours des mêmes dates. Donc, il peut paraître surprenant, et c'est la question que nous avons, à savoir 6 mois, pratiquement 6 mois d'attente entre le moment où cette décision a été prise et le moment où elle aurait dû on aurait dû être informé, à savoir au mois de novembre. D'abord, monsieur, il y a au moins un point sur lequel nous pouvons nous accorder, c'est l'arithmétique. Et une décision des tout derniers jours du mois de septembre, comme nous sommes le 10 février, c'est 4 mois et 10 jours. Oui, très bien. Donc, est-ce qu'on aurait pu en rendre compte plus tôt, sans doute? Pourquoi ça n'a pas été fait? J'avoue que je ne sais pas. Mais comme c'est dans mes prérogatives, si prérogatives il y a, de défendre la communauté d'agglomération en justice, ben je le fais. Puis vous avez le compte-rendu là. Je vous assure qu'il n'y a aucune sorte de malignité derrière tout ça. Monsieur Duchâteau. Oui, juste un mot pour rappeler suite à ce débat que nous sommes tous... Je pense qu'on a voté à l'unanimité ce projet. On l'a tous trouvé plutôt pertinent, beau. On est, je pense, convaincus de ce point de vue-là de la qualité du projet. Et donc, il n'y a dans nos interventions absolument aucune remise en cause de notre souhait de voir ce projet avancer. Et nous savons, même ceux qui sont intervenus savent qu'il n'y aura pas de remise en cause. Même si... si l'ordre des architectes
obtient une décision favorable, ça ne changera rien du tout, c'est important de le préciser. Voilà. Ce qui est en cause, bon, c'est effectivement le côté un petit peu tardif de l'information de votre part. Et puis, il appartiendra au juge du tribunal administratif finalement d'interpréter, et ce sera sûrement sur ce point-là qu'il y aura un petit duel sur une phrase ou deux du règlement de consultation qui font que les 10 architectes ou cabinets d'architectes sont arrivés avec un dessin. Voilà. S'ils sont tous arrivés avec un dessin, c'est qu'il y avait une phrase qui portait à interprétation. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Duchâteau, de ce que vous avez dit, parce que c'est tout à fait vrai, et je suis heureux que nous puissions, par notre accord, attester aux oreilles de ceux qui seraient inquiets, mais je vous remercie d'avoir dit que, en effet, il n'y avait pas de remise en cause possible et que le projet était, je cite, qu'il recueillait tous notre accord, qu'il était pertinent et beau. Eh bien, moi, je suis très heureux que nous ayons pu mettre sur les rails un projet qui recueille ce jugement de la part de toutes les sensibilités et d'y ajouter qu'en effet, il n'y a absolument aucune remise en cause possible. Alors, merci beaucoup. Monsieur Laine, oui. Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas parler de ce sujet parce qu'il fait référence à beaucoup de sujets. Il y a ce qu'on fait et il y a la manière dont on le fait, et la manière est quelquefois aussi importante que ce que l'on fait. Mais moi, je reviens à l'ordre du jour de notre Conseil et à votre décision du 1er septembre 2015. J'aimerais savoir si la décision que vous avez prise d'un contrat de cession de droit d'exploitation de spectacle pour 5 318,20 € fait référence à ce que nous avions voté en conseil communautaire sur un spectacle à Jurançon ou s'ajoute à ce que nous avions voté en conseil communautaire. Je vous ai d'ailleurs écrit à ce sujet, mais vous ne m'avez pas répondu, parce que je pense que nous sommes dans ces décisions en dehors des compétences de l'agglomération qui sont fixées par ses statuts. Or, les statuts de l'agglo, c'est la loi de l'agglomération. Et il me semble que nous sommes hors la loi. Mais je suis modeste, peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je vous ai écrit, pour savoir ce qu'il en était exactement. J'espère, M. Cabane, que vous allez bien, ne toussez pas. Et puis, j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir avec la première, mais j'en profite, c'est que vous aviez dit, M. le Président, que vous iriez visiter l'ensemble des communes qui composent l'agglomération. Donc nous avons presque fini la fin du premier tiers du mandat. Je sais que vous avez vu des communes importantes, Mazères, Billère, mais vous n'êtes pas venu à l'Escar. Et je vous accueillerai avec l'Escar avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je me trompe. Vous êtes déjà venu. C'est très simple, Monsieur Laine. Nous avions programmé, vous vous en souvenez, une visite et puis vous avez été annulé. Il a fallu de nouvelles élections à l'Escar. J'ai donc dû attendre que vous soyez élu. Et que les débats électoraux à l'Escar soient achevés. Et je reconnais que depuis, on aurait pu aller plus vite, mais je suis heureux de voir qu'avec impatience, vous attendez ma visite à l'Escar, et je serai moi-même heureux de découvrir les tenants et les aboutissants des projets. Et Artigloutan en est aussi, mais je suis décidé à ce qu'on réalise ça, c'est de ma faute. Voilà. Vous êtes le bienvenu à l'Escar, d'autant plus que vous êtes déjà venu durant la campagne et que ça m'a plutôt bien réussi. Donc revenez, Monsieur le Président. Oh, ça vous a réussi. L'écart de voix que vous avez obtenu, Monsieur Laine, n'est pas tel. Mais André Labarrère est votre maître, il disait l'importance d'être élu. N'est pas tel qu'on doive s'en glorifier. Donc, parce que enfin bon, je ne vais pas apporter de commentaires. Je ne vais pas apporter de commentaires. Donc, quant à la décision du 1er septembre, peut-être Monsieur le maire de Jurançon, président de la commission, va peut-être vous donner des éclaircissements. Oui, merci Monsieur le Président. Tout simplement pour vous rappeler qu'elle est dans le cadre légal de la convention qui a été passée entre la commune de Jurançon et la communauté d'agglomération. C'est une simple convention, elle est tout à fait légale. Et dans ce cadre-là, elle ne rajoute ni n'enlève par rapport au cadre de la convention dans le fonctionnement de ce qui est la préannonce du centre Odoul, tout simplement, dans le cadre d'une convention entre une commune et une communauté d'agglomération. Monsieur le maire, vous pouvez également le faire si vous le souhaitez. Non, mais moi je ne fais que ce qui est légal et j'aimerais que nos services juridiques vérifient bien que cela rentre dans les compétences de l'agglomération. J'ai très bien écouté le débat. Voilà. Ça me rappelle la déclaration que j'aime tant d'un président de la réserve fédérale américaine qui avait fait une conférence de presse et qui, à l'issue de la conférence de presse, a dit « Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. » Et donc,
Et donc, il y a quelque chose qui ressemble à cela dans le débat. Michel Bernot, a un avenir assuré. Je vous remercie et je vous propose de passer au compte-rendu des décisions du bureau. Là, j'imagine qu'il n'y aura pas de difficulté puisque le bureau, tout le monde y participe. Ensuite, vous avez pris connaissance, je n'ai pas besoin d'y insister, des observations définitives de la Chambre des régionales des comptes sur la CEPA. Monsieur Pérez. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais dire quelques mots, effectivement, sur ce compte rendu, ce qu'on n'a pas à voter, mais sur lequel il faut prendre acte. Pour dire donner quelques chiffres, la situation financière de cette société est effectivement préoccupante, et ce, depuis déjà quelques années, puisque en 2012 et en 2013, cette société avait déjà connu des résultats d'exploitation assez largement déficitaires. Et il semblerait, d'après le rapport que j'ai lu, que l'exercice 2016 s'annoncerait comme très difficile, pouvant dégager un déficit de l'ordre de 700 000 €. Alors, cette dégradation financière, on le sait, est liée principalement à une activité en diminution et aussi à un niveau des charges qui reste élevé, notamment des charges fixes. Alors j'imagine qu'un certain nombre de mesures ont déjà été prises, puisque les déficits remontent déjà à quelques années. J'imagine que d'autres mesures seront prises aussi. Mais le rapport indique bien qu'il est urgent, je cite, de procéder à un redressement financier pérenne. Effectivement, la situation me paraît assez urgente. Alors, nous, en tant que communauté d'agglomération, nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés parce que, d'abord, nous sommes actionnaires de cette société. Et puis nous sommes intéressés parce que la CEPA est un opérateur local significatif qui travaille d'ailleurs avec d'autres sociétés dans lesquelles nous sommes engagés. Alors au-delà de cette situation financière, disais-je, préoccupante, il me semble que nous devons, et je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je le crois profondément, qu'il faut réfléchir aussi à ces structures qui existent autour des collectivités locales. Alors, nous savons bien, nous le voyons dans nos communes, nous le voyons ici dans la communauté d'agglomération, que le contexte financier a profondément changé, que ce, à mes yeux, pas simplement un changement conjoncturel, c'est vraiment un changement d'époque, un nouveau contexte, une nouvelle donne à laquelle il faut s'adapter. Et si les collectivités locales doivent s'adapter, et avoir un changement de pensée ou d'attitude, je crois, a fortiori, que les sociétés d'économie mixte, qui n'en sont jamais que l'émanation, doivent aussi s'adapter. Or, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on constate qu'il y a un grand nombre de sociétés d'économie mixte, notamment dans ce secteur de l'aménagement, qui travaillent sur des périmètres voisins, quand ils ne sont pas communs, qui ont des structures lourdes, et coûteuses et qui même se concurrencent. Et quand je parle des sociétés d'économie mixte, je ne focalise pas uniquement sur elles. On pourrait parler d'autres organismes, multiples et variés, et nombreux, satellites, syndicats, agences, etc. Donc je crois qu'on ne, à mes yeux en tout cas, on ne peut pas continuer à empiler des structures comme ça qui s'ajoutent, qui se superposent, qui se juxtaposent. Et donc je crois qu'effectivement, il faut clarifier ce paysage qui est à la fois illisible et coûteux. Et je crois en tout cas, pour terminer, que les collectivités locales n'auront plus, et à commencer par la nôtre d'ailleurs, la communauté d'agglomération, n'auront plus à l'avenir les moyens de subvenir au déséquilibre financier de ces structures. Donc je crois qu'il faut, c'est important, de non seulement aller vers des mutualisations, pour reprendre un mot à la mode, mais aussi peut-être des regroupements. En tout cas, comment dirais-je, les comblements de déficit, les augmentations de capital, les appels à la recapitalisation seront de plus en plus difficiles. Je crois que c'est une réflexion à faire. C'est largement indiqué aussi dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Je crois que c'est un enjeu auquel il faut faire attention, qui est un enjeu financier, certes, qui n'est pas secondaire, mais il y a un enjeu, à mes yeux, plus important, c'est un enjeu, je dirais, démocratique, de la meilleure façon de dépenser l'argent public devenu plus rare. Je vous remercie. Merci, M. Pérez.
Oui, Monsieur Lalanne, je veux seulement dire la phrase la plus importante. Moi, je fais toujours attention aux difficultés et je ne m'en réjouis jamais, mais la Chambre régionale des comptes dit « La CEPA ne peut pas rester passive face aux sombres perspectives financières qu'elle a elle-même mises en évidence. » Voilà, comme nous sommes actionnaires, il est de notre devoir, naturellement, de tenir compte, ou en tout cas de réfléchir à cette situation. Monsieur Lalanne, président de la CEPA, vous avez la parole. Oui. En tant que conseiller communautaire, mais j'assume effectivement cette responsabilité. Je ne suis pas le seul à être au conseil d'administration de la CEPA, puisqu'il y a d'autres représentants de l'agglomération, du conseil départemental, et je parle sous contrôle. J'aurais préféré, de la part de M. Pérez, un rapport plus factuel du rapport de la Chambre régionale des comptes, auquel j'adhère, auquel, pour information, adhère l'ensemble des membres du conseil d'administration, puisqu'il y a une réflexion à la fois avec le personnel et à la fois avec l'ensemble des membres du conseil d'administration sur une réflexion stratégique, et d'ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes le stipule. Il faut que les SEM, qui sont l'outil des collectivités locales, évoluent en fonction des besoins des collectivités locales, et qu'il y ait notamment des nouveaux créneaux, comme c'est mentionné, le médico-social ou bien la question de la transition énergétique, qui sont effectivement des enjeux, pas simplement de société de SEM, mais des enjeux de société tout court. Je veux revenir juste sur quelques mots, parce que quand M. Pérez dit il faut réfléchir à l'ingénierie, évidemment. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été lancée par la Caisse de dépôt et consignation, le conseil départemental, la communauté d'agglomération, oui, ça. Et justement, pour réfléchir à l'ingénierie. L'ingénierie, c'est quoi? C'est les SEM qui existent. Alors là, c'était plutôt Héléoparc, Sempo-Pyrénées, CEPA. Mais effectivement, on peut étendre la réflexion à d'autres SEM, y compris les organismes HLM. Hein. On peut se poser la question effectivement, de l'ensemble de ces outils, s'il ne faut pas les mutualiser. Moi, je pense que oui, il faut les mutualiser. Donc, on est tous d'accord sur le sujet. Néanmoins, il faut faire attention dans un rapport à ne pas aussi dramatiser une situation qui est difficile. Alors certes, je rappelle les chiffres qui sont dans le document. La Chambre régionale des comptes fait référence à 36 000 euros. Un journaliste me demandait si c'était 36 millions d'euros avant qu'il fasse. C'était après qu'il ait fait son article. Je lui ai dit non, c'est 36 000 euros sur un budget de 4 millions d'euros. Et donc il faut replacer les choses dans le contexte. Heureusement, hein, et c'est pas sain hein, d'avoir un résultat négatif, bien que l'objectif de la SEM, c'est plutôt de travailler à cost, c'est de ne pas faire des bénéfices au détriment des opérations ou au détriment des donneurs d'ordre, en l'occurrence les collectivités. Donc, le déficit, c'était la Chambre régionale des comptes fait référence à un déficit possible de 700 000 euros. Alors la presse l'a repris parce que c'était dans le rapport, hein, mais ce n'est pas la réalité, heureusement. Néanmoins, il y a plusieurs exercices qui sont de l'ordre de 36 000, 50 000, 60 000 euros. On va vous clore l'exercice 2015. C'est pas sain, mais qu'est-ce que fait une SEM, une société d'économie mixte? C'est qu'elle prend sur ses fonds propres. Donc le conseil d'administration, que ce soit les élus représentants à l'unanimité, donc ici c'est quelques-uns, plus la caisse de dépôt et les différents actionnaires des collectivités, les banques qui sont aussi dans la CEPA, ont décidé effectivement de prendre à la fois sur les fonds propres et surtout pas de demander aux collectivités de recapitaliser, parce que c'est une fuite en avant, ça ne règle pas le problème, ou même de subvenir, vous disiez, de subvenir à l'équilibre ou à un complément de déficit. Alors pour l'auditeur lambda ou le lecteur lambda, on pourrait dire, ben oui, les collectivités, il faut qu'elles... c'est le tonneau des Danaïdes, c'est un puissant fonds, mais aucune collectivité n'a recapitalisé, n'envisage de recapitaliser, et la solution, elle n'est pas là. Elle est dans quoi? Elle est dans, je termine sur ça, ce que dit le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est-à-dire nouvelle stratégie, sans jeter le bébé avec l'eau sale, hein, c'est-à-dire qu'il y a en matière d'aménagement, de construction, c'est un enjeu. Deuxièmement, j'en profite pour dire qu'on a la première des responsabilités,
en tant que collectivité, c'est-à-dire utiliser ces outils pour des opérations, y compris d'assistance à maîtrise d'ouvrage, y compris dans les démarches de procédures juridiques, etc. Bon, je ne fais pas de clin d'œil, mais il y a tout ça. Pour rappel, et on interpelle depuis, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités dans ces structures-là, comme le conseil départemental. Le conseil départemental est actionnaire à 34% de la CEPA. Effectivement, ce qu'on peut souhaiter, c'est que sa participation, ou plutôt le niveau du conseil départemental dans le chiffre d'affaires ne soit pas de 34%, mais surtout ne soit plus de 1%. Donc si les collectivités utilisent leurs outils après que ces outils soient mutualisés, je pense qu'on n'aura pas de problème. Mais si je interviens aussi longuement, c'est pour qu'on ne dise pas à l'extérieur de cette enceinte, c'est que la situation est dramatique et la CEPA peut disparaître. Néanmoins, les effectifs ont évolué, c'est d'ailleurs dans le document, et il y a un travail conjoint avec la communauté d'agglomération, la communauté Pau-Pyrénées, la communauté d'agglomération de Bayonne, l'ACBA, et le conseil départemental pour voir comment les effectifs peuvent évoluer en fonction des besoins. Voilà. Donc c'est une mobilisation collective qui permet de faire vivre les outils et les développer dans le cadre de l'intérêt général et surtout évitons de tirer sur une pseudo-ambulance. Monsieur Bernos. Oui, monsieur Lalanne, s'il vous plaît. Moi, je voudrais vous poser une question. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, il est évoqué que la perspective d'une recapitalisation peut être envisagée si les mesures ne sont pas prises. C'est quand même écrit par les magistrats de la Chambre régionale des comptes. Donc vous semblez évoquer devant l'Assemblée, devant notre Assemblée, le fait que vous allez rechercher des systèmes de mutualisation, mais en tout état de cause, si vous n'arrivez pas à mutualiser, puisque pour mutualiser, il faut aussi des gens qui veuillent mutualiser avec vous, de quelle manière vous envisagez ces possibilités de recapitalisation? Parce que là, quelque part, il faudra peut-être faire appel aux personnes publiques qui sont partenaires, premièrement. Et deuxièmement, on vous invite, mais je pense qu'on vous invite quand même très fermement à prendre un certain nombre de mesures. Et dernier point, est-ce qu'il y aura un rendu compte des mesures qui seront prises pour effectivement expliquer le redressement de la CEPA? Oui, parce qu'on a le droit d'être informé. Mais l'agglomération siège à la CEPA. En temps réel. Donc elle est informée. On devrait faire un comité de pilotage, oui, ah oui. C'est ça. Monsieur Pérez. Oui, merci. Non, je voulais répondre rapidement à Monsieur Lalanne. Je ne tire pas sur la CEPA. J'attire simplement l'attention du Conseil, comme la mienne, sur ce que je lis. C'est parfaitement factuel. D'ailleurs, Monsieur Lalanne, je n'ai pas d'autre information que ce qui est contenu dans ce rapport, que je regarde, que je lis. Alors, quand je lis effectivement que le déficit prévisionnel de 2016 serait de 700 000 €, vous me dites que non. Je ne sais pas comment vous le savez, puisque l'année 2016 a à peine commencé. Quand je lis qu'il y a eu des déficits de 300 000 € en 2012, voilà, je lis simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas de, si vous voulez, ce n'est pas un sujet polémique, c'est un sujet, je trouve, préoccupant, pour les raisons que je viens d'indiquer. Vous dites effectivement, pourquoi pas la mutualisation? Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ça reste au niveau de la réflexion. Me semble-t-il, il faut avancer de manière plus significative. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne focalise pas sur cette société d'économie mixte en particulier, même si je considère quand même qu'il faut simplifier, alléger. Donc, voilà, les informations que j'ai données sont celles qui sont à la disposition de chacun des élus. Je trouve que c'est suffisamment préoccupant pour qu'on puisse en parler, s'exprimer, mais ça fait partie, me semble-t-il, des débats démocratiques qui doivent exister dans cette Assemblée. Merci. Permettez-moi, je ne voulais pas le faire, mais permettez-moi d'aller à peine un tout petit peu plus loin pour indiquer notre inquiétude à nous. C'est que la CEPA est à 50% partenaire de la Béarnaise à la SIAB,
qui conduit avec délégation de la ville une politique très importante, notamment toute la politique du centre-ville. C'est donc dire que lorsque des nuages noirs sont visibles et soulignés par la Chambre régionale des comptes sur un organisme comme la CEPA, ce n'est pas anodin pour nous, quelque chose de très important. Et donc, voilà, je me borne à joindre ma voix à ceux qui appellent, un, à des décisions et deux, à l'information. Voilà. Monsieur Morin. Oui, non, juste pour intervenir, c'est un dossier que je ne maîtrise pas plus que ça. J'écoute ce que dit la Chambre des comptes et ce que M. Pérez vient de dire. Je me suis fait un petit parallèle avec une réunion que j'avais lundi soir avec le maire de Jurançon et M. Jean Lacoste sur une autre structure, où là aussi nous avons tous les trois pris notre bâton de pèlerin pour les défendre l'utilisation des deniers publics. Je ne tirerai pas sur l'ambulance parce que j'en sais pas plus. Par contre, moi je me pose la question de toutes ces discussions que nous avons sur des structures, quelle que soit leur organisation, où finalement nous parlons à chaque fois de déficit. 700 000 €, ce n'est pas une paille. Aujourd'hui, on va parler de cette structure. Dans 1 mois ou dans 6 mois, malheureusement, nous parlerons d'une autre structure. Je pense qu'il est temps d'arrêter de parler et de creuser, de voir vraiment pourquoi nous n'arrivons pas à résoudre certains problèmes qui ne sont plus conjoncturels. Voilà, donc il n'y a pas de polémique de ma part, c'est juste que j'ai eu 2 fois l'occasion de discuter de ça cette semaine et j'ai l'impression que ça revient souvent. Voilà. Merci, M. Morin. M. Lalanne. Oui. Alors, il faut être transparent, mais la CEPA, comme toutes les autres SEM, sont composées de représentants au conseil d'administration et on est plusieurs ici avec de différentes sensibilités et donc vous avez toute l'information. Généralement, on invite même des représentants de la technostructure, des DGS ou des GA, que ce soit du conseil départemental ou de l'agglomération, pour justement travailler étroitement. Donc il n'y a pas de problème. Et au contraire, le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est une aubaine, pas simplement pour poser le problème de la CEPA, de sa gestion, mais de toutes les SEM. Alors, pour répondre très précisément, recapitalisation. Moi, je suis membre du conseil d'administration, je suis président de la CEPA, mais il y a d'autres membres du conseil d'administration. L'idée ne nous a pas effleuré de poser le problème de la recapitalisation. Pourquoi? Parce que la CEPA n'est pas en situation d'être recapitalisée parce qu'elle ne peut pas disparaître comme ça. C'est-à-dire il y a effectivement un résultat négatif qui doit être exceptionnel et on doit avoir une autre réflexion parce que pourquoi la CEPA, qui est l'outil des collectivités, a un résultat, mais c'est pas 700 000 €, c'était 36 000 € et c'est de l'ordre de 50 000 € en fin d'exercice, on verra, pour la clôture, mais parce que les collectivités ont réduit leurs investissements. Mais même si les collectivités réduisent leurs investissements, il y a beaucoup d'investissements des collectivités dans le département et dans la région, et il n'y a pas de problème, et on l'a discuté avec les différents membres du conseil d'administration, tout en respectant les procédures d'appel d'offres et les règles en la matière, la CEPA a de quoi effectivement maintenir une activité de ce niveau, de l'ordre d'une 40aine de personnes, c'est ce qui est marqué dans le rapport, et pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 millions, 3 millions 6. Dans le tableau qui vous est fourni, 3 millions 6, c'était en 2008. 4 millions, il y a eu une augmentation parce que les collectivités, dans les années 2010, ont demandé plus. Voilà. Donc, il faut s'adapter. Donc, pas de recapitalisation. À part, il y a des conseillers départementaux ici, ils seraient surpris. Il faudrait demander au conseil départemental de recapitaliser. Pas besoin. Je réponds donc à Michel Bernos. Sur la mutualisation, le débat de la mutualisation, je le renvoie à mes collègues, c'est plutôt Sempo-Pyrénées Hélioparc, d'après ce que disait le rapport, hein, parce que il faut regrouper des SEM similaires. Hein. Ben, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Moi, je suis président de Pau-Pyrénées et président de la Béarnaise et autres. Franchement,
je ne vois pas quel travail en commun pour déséquilibrer l'une on pourrait faire avec l'autre. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut regrouper ou mutualiser des SEM qui interviennent que sur des secteurs similaires. Donc la seule SEM qui peut évoluer, c'est Semilub, mais qui est sur le Luy du Béarn, et la CEPA. Par contre, sur l'étude auquel j'ai fait référence à une étude, puisqu'il faut réfléchir, beaucoup de conseillers ont dit ce soir, il faut réfléchir à une mutualisation. Donc, évidemment, il y a eu même une étude qui envisage la mutualisation. C'est tout, je réponds. Et ce n'était pas la CEPA qui était concernée, c'était la SEM pour Pyrénées. Et après, ça peut ne pas se faire, c'est pas un problème. Rien à voir. Mais oui, mais je vous donne l'information sur comme quoi on réfléchit tous aux questions de mutualisation et d'optimisation des SEM. Et puis, pour rassurer le président et le maire de Pau, le débat n'a rien à voir avec l'intervention de la SIAB, puisque c'est une association CEPA béarnaise, sur une opération comme Pau, puisque le portefeuille des actions... C'est une tribune pour la CEPA, tant mieux, j'en profite, ça fait de la pub, mais il faut que ce soit de la bonne publicité. Le portefeuille de l'ensemble des 122 actions qui sont citées dans le rapport, c'est annuellement, je ne parle pas du chiffre d'affaires de la CEPA, 100 millions. Donc, en fait, la CEPA est la société d'aménagement qui est la société majeure du département, donc sur le département. Donc c'est un outil des collectivités, et là on parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Je ne sous-estime pas, nous ne sous-estimons pas le sujet et le problème, mais on replace les choses dans le contexte. Voilà. Merci de votre attention sur ce sujet. Monsieur Lalanne, Monsieur Laine, pardon. Monsieur le Président, je suis heureux que vous regardiez sur votre droite, vous n'aviez Dieu que pour votre gauche. Alors moi, je veux bien qu'on passe une partie du temps à parler de... Ouaf, monsieur Laine. Je n'ai pas très compris, je ne connais pas le langage des chiens, Monsieur le Président, mais vous m'apprendrez. Donc je vais tenter de dire, je veux bien que l'on passe du temps à parler de la CEPA. Le problème est réel, c'est vrai. L'époque se prête à ça, mais si on doit donner des conseils à la CEPA, il faut qu'on balaye devant notre porte. Nous qui, chaque année, laissons plus d'1 million au stade d'eau vive, et jamais on a passé autant de temps à se poser la question de savoir comment on allait réduire ce déficit, et pourtant nous le gérons. Et pour moi, je trouve que c'est de l'argent qui part en fumée. Donc moi, je veux bien qu'on passe du temps sur la CEPA, c'est certainement important, mais si on passait du temps à réfléchir, par exemple, comment on peut réduire cette dépense, je trouve que ce serait pas mal aussi. Oui, je dois dire que, en effet, si le stade d'eau vive avait été équilibré lorsque nous sommes arrivés et qu'aujourd'hui nous trouvions un déficit, je me sentirais mal. Bon, malheureusement, ce n'était pas exactement le cas. Monsieur Morin. Je voudrais juste apporter une information. Je viens d'entendre, si nous passions plus de temps à nous occuper du stade d'eau vive, tout juste vous sachiez que ça fait plusieurs mois qu'une réflexion est lancée sur le stade d'eau vive, avec comme initiateur Thibaut de Tassigny, avec une grosse motivation, avec la CCI, avec toutes les associations. Je pense que certains élus ici ont participé. J'y étais lundi dernier, j'étais le seul élu. Nous avons travaillé pendant près de 4 heures avec pas mal d'idées. Donc je pense que sur ce point, tout le monde est conscient du déficit du stade d'eau vive. Les utilisateurs, les premiers, mais juste rectifier ce qui a été dit, c'est que la réflexion actuellement, elle existe. Et je profite justement de ça pour vous dire que toutes les personnes qui participent à cette réflexion auront un grand plaisir à vous présenter à tous cette réflexion et ce sera menée au bout pour savoir si on doit continuer et s'ils ont le soutien de l'agglomération. Voilà. La réflexion, je la trouve particulièrement étonnante sur des projets qui pourraient voir le jour, donc je voulais juste apporter cette information. Merci beaucoup. Ça y est, il n'y a plus de demande d'intervention sur... Qu'est-ce que dit Monsieur Lalanne? Monsieur Laine, pardon. Je disais, je pensais que c'était pas vous que vous occupiez du sport, parce que je ne suis pas informé de ce groupe de travail, mais autrement, je vais renvoyer bien sûr des délégués. Parce que pour 1 million, on a intérêt à travailler. Bien. La main à la pâte, non pas à la poche. Si vous voulez dire et répéter que la situation du stade d'eau vive était en effet une situation dramatiquement déstabilisée à tous égards, l'état du stade, la digue,
les terrains autour, les organisations sportives quand nous sommes arrivés, en effet, ça mérite des points d'exclamation. Alors je souligne en rouge les points d'exclamation en question. C'était proprement scandaleux. Voilà. Bon, allez, on ne va pas faire de polémique. Hein? Ce n'était pas une affaire de crue, c'était une affaire de bras baissés en face de la situation. Ben oui, en effet, vous avez raison de le souligner, encore que je ne suis pas sûr qu'il y eut lien de cause à effet. Madame Poitou, la convention cadre avec l'ANRU. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées est lauréate depuis décembre dernier de l'appel à manifestation d'intérêt, dit AMI, Ville et territoire durable, mis en œuvre par l'ANRU pour accompagner les actions innovantes ayant pour objectif de contribuer à, d'une part, l'attractivité du quartier et, d'autre part, l'augmentation du reste pour vivre des habitants. Ces actions s'articulent de manière étroite avec les projets mis en œuvre dans le cadre du PRU, le programme de rénovation urbaine. Dans sa candidature, la communauté, la CAPP, a fait le choix de s'appuyer sur 3 axes: la réduction de la consommation énergétique, la collecte et la valorisation des déchets, ainsi que le maintien à domicile des personnes âgées. Je tiens à souligner que ce dernier choix a été, j'ai envie de dire, décisif pour que nous puissions être retenus justement dans les 15 projets sur les 200 candidatures potentielles. Seuls les quartiers, évidemment, du nouveau programme national de rénovation urbaine pouvaient répondre à cet AMI. La CAPP donc, et l'ANRU signent une convention appelée Convention cadre de maturation du projet, c'est celle qui vous est soumise, qui permet de formaliser les projets à établir un plan d'action opérationnel. En ce sens, il s'agit de définir les études à lancer afin de vérifier la faisabilité des actions d'innovation envisagées. La convention cadre de maturation du projet sera suivie par un conventionnement entre l'ANRU et les porteurs de projets portant sur le financement des dépenses. Il s'agit donc tout de suite d'autoriser Monsieur le Président donc à signer la dite convention. Merci. Merci Madame Poitou, sujet très important et sur lequel, en effet, nous avons, je crois, la satisfaction d'avoir obtenu ce classement et de ce que nous allons y réaliser. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas, alors je mets aux voix le rapport que vient de présenter Madame Poitou, qui est d'avis de l'adopter, unanimité, je vous remercie. Monsieur Harib, partenariat avec l'association Pau-Pyrénées 2017, précisément sur le sujet qui était évoqué à l'instant. J'ai sauté un truc. Oui, excusez-moi, j'ai tourné les pages trop vite. Madame Semavoine demande de subvention. Non, c'est le 6, non? 5. D'abord le 5. Donc il s'agit du lancement du plan climat, air, énergie, territoire. Si vous permettez. Oui, vous y allez. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. La loi de transition énergétique impose aux collectivités locales la réalisation d'un plan climat avant le 31 décembre de cette année. L'objectif du plan climat est de définir une stratégie partagée pour la transition énergétique. Cela consiste à réaliser des économies d'énergie, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, à encourager la production d'énergie renouvelable et également d'évaluer la vulnérabilité de notre territoire au changement climatique. Le plan climat sera soutenu par un plan de communication mobilisateur. Un club climat sera le lieu de concertation avec tous les acteurs de la transition énergétique et sera créé au mois de mai. Ce plan intégrera également une analyse des réseaux d'approvisionnement et de distribution d'énergie. Donc après avis positif favorable de la Commission environnement, il nous est demandé ce soir d'approuver le lancement de la démarche de ce plan climat air, énergie, territoire, pour le citer complètement, et d'autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès des partenaires les subventions auxquelles nous pouvons prétendre pour cette opération, ainsi que de signer tous les documents relatifs à sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations?
Il n'y en a pas. Je vous remercie. Je mets aux voix le rapport. Unanimité. Merci beaucoup. Madame Sémavoine, vous avez le rapport numéro 6. Demande de subvention, Agence Eau Adour-Garonne. Donc, il s'agit bien d'une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, car dans le cadre de son programme d'investissement 2015 en matière d'assainissement, notre communauté d'agglomération avait programmé plusieurs opérations sur ces systèmes d'assainissement. L'engagement de ces opérations doit intervenir cette année, à l'issue des phases d'études menées en 2015. Les 3 opérations sont les aménagements prioritaires de mise en conformité de la station de traitement des eaux usées de l'Escar. Ces travaux, dont le coût est estimé à 700 000 € hors taxes, font suite à la mise en demeure préfectorale de mai 2014. Ensuite, il y a la reconstruction du clarificateur numéro 4, toujours de la station de traitement des eaux usées de l'Escar. Cet ouvrage est en effet hors service depuis plusieurs semestres. Le coût provisionnel des travaux est estimé à 2 240 000 € hors taxes. Et enfin, le transfert des effluents du système d'assainissement de Gand vers le système d'assainissement de l'Escar. Gand, en effet, a conclu à la possibilité d'abandonner à terme la station communale de traitement des eaux usées de Gand, dont le déversoir est celui de l'Œil du Nez. Très fragile, site très fragile, comme vous le savez tous. Les effluents seraient transférés vers le système d'assainissement de Pau-l'Escar et le coût prévisionnel des travaux correspondant est estimé à 1 500 000 € hors taxes. Donc l'Agence de l'eau Adour-Garonne étant susceptible d'apporter des subventions pour ces 3 opérations, nous vous demandons de bien vouloir autoriser, Monsieur le Président, à solliciter l'octroi de ces subventions et à procéder à toutes les formalités nécessaire. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Monsieur Harib, partenariat dont nous parlions avec l'association Pau-Pyrénées. Tout à fait, Monsieur le Président. Donc, dans le cadre de la continuité des Coupes du Monde de canoë-kayak organisées à Pau en 2009, 2012 et puis celle plus récemment de 2015, donc 2 événements sportifs majeurs vont avoir lieu sur ce même site d'ici 2017 avec la double Coupe du Monde de canoë-kayak slalom et descente sprint en juin 2016 et le double champion du monde de canoë-kayak slalom et descente sprint en septembre 2017. Avec près de 70 nations et 500 participants prévus pour les champions du monde en 2017, ces 3 événements constituent un rendez-vous sportif exceptionnel pour Pau et son territoire. Ce sera, pour rappel, la première fois que Pau et son territoire accueilleront un champion du monde d'une discipline olympique. Après le succès de l'événement en 2015, ses 22 000 spectateurs et son très beau niveau de satisfaction générale des spectateurs, athlètes et bénévoles, la prochaine étape est l'organisation de la double Coupe du monde de canoë-kayak slalom et descente en juin prochain. Les retombées sportives, médiatiques, économiques, populaires de ces événements sont nombreuses, notamment en termes de dynamisme et d'attractivité du territoire et de notoriété des équipements sportifs pour le sport de haut niveau et le grand public. La communauté d'agglomération et la Fédération française de canoë-kayak ont constitué un comité d'organisation pour ces 3 événements réunis au sein de l'association Pau-Pyrénées 2017. Donc l'engagement prévisionnel total de la communauté d'agglomération a été approuvé par délibération du 13 février 2014 à hauteur de 355 000 €, soit 16% du budget total, répartis comme suit: 15 000 attribués le 1er avril 2014, 90 000 en 2015, 100 000 en 2016 et 150 000 en 2017. Donc il s'agit tout simplement d'approuver l'attribution de cette subvention de fonctionnement de 100 000 € à l'association Pau-Pyrénées 2017 pour l'année 2016. Merci, Monsieur Harib, qui est d'avis de l'adopter. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Harib, vous avez le partenariat avec le club Pau Canoë-Kayak. Là aussi, c'est donc un club, le premier club formateur de France en slalom avec ses 346 adhérents, plus 30% en 2014 et 2015, et plus de 100 compétiteurs. Il organise chaque année 70 journées d'animation sur le territoire communautaire. 7 jeunes ont intégré le pôle espoir en 2015. Et par ailleurs, la préparation de l'organisation des Coupes du Monde 2015-2016, du double champion du monde ICF slalom et descente sprint en 2017 et de ses préalables championnats de France élite 2015, 2016, 2017 inscrivent déjà Pau Canoë-Kayak comme pivot et acteur incontournable de ces futurs événements. En soutien du projet de développement et dans le cadre d'objectifs partagés définis
dans une convention triennale et exceptionnelle et non reconductible votée lors du Conseil communautaire du 2 avril 2015. Il est ainsi proposé d'une part de maintenir le soutien financier antérieur à 2014 sur le projet associatif des saisons 2015, 2016, 2017 et d'autre part d'attribuer au Pau Canoë-Kayak pour la même période une subvention exceptionnelle et non reconductible de 34 000 € répartis comme suit: 12 000 en 2015, 11 000 en 2016 et 11 000 en 2017. Merci beaucoup, Monsieur Harib. Je mets aux voix le rapport. Unanimité. Je vous remercie, Monsieur Harib. Vous avez la subvention à la section paloise pour le centre d'entraînement provisoire de Loos-des-Bois. Tout à fait. Là aussi, la communauté d'agglomération s'est engagée avec le conseil départemental et le conseil régional dans le projet de réhabilitation du stade du Hameau. Cet équipement s'inscrit aujourd'hui dans une perspective de développement d'un grand stade et sa réhabilitation s'effectuera en conformité avec les exigences du top 14 et du label stade délivré par la Ligue nationale de rugby. Le centre d'entraînement et le centre de formation d'une équipe évoluant en élite est un lieu de vie réservé à l'entraînement des professionnels, à la préparation physique de ces derniers, mais également à la récupération et aux soins. Ces structures d'une superficie d'environ 4 000 m² sont exclusivement réservées à l'entraînement quotidien de haut niveau des 40 joueurs professionnels et des 18 jeunes du centre de formation. Ces derniers sont encadrés par le staff sportif composé d'une douzaine de médecins, kinés, ostéopathes et préparateurs physiques notamment. Il fallait à la section paloise de trouver un lieu pour délocaliser la salle de musculation, la balnéothérapie, la cryothérapie, les bureaux du staff et des médecins kinés ainsi que la salle vidéo. Le choix du club s'est porté vers la réhabilitation de l'ancienne piscine et caneton et le terrain du stade de Loos-des-Bois, et cela dans un double objectif. Les locaux correspondent parfaitement aux dimensions requises pour recréer un centre d'entraînement. Faire de ce centre un lieu de vie et d'échange faisant l'interface, l'interaction entre le club et la vie du quartier. Dans cette perspective, la section paloise et la communauté d'agglomération construisent ensemble un projet social qui permettra d'intégrer la dimension sportive et citoyenne à destination des habitants de ce quartier. Donc, dans le cadre le coût prévisionnel des travaux de réhabilitation est estimé à 1 million d'euros. Pour l'accompagnement de ce projet et au regard du projet social et reconnu d'intérêt général, la communauté d'agglomération propose d'attribuer une subvention d'équipement de 350 000 €. Merci. Je voudrais dire à quel point ce projet est emblématique, et peut-être M. Sobat le dira à son tour. Ce projet est emblématique parce que il ne s'agit pas seulement d'un projet sportif. C'est un projet sportif, puisque c'est là que pendant plusieurs années, pendant le temps de mise en conformité du stade, les entraînements de la section vont avoir lieu, mais il s'agit de situer les entraînements du club phare rugby de la ville dans un quartier qui avait jusqu'à maintenant plutôt l'habitude d'être laissé de côté. Et faire de ce quartier qui était laissé de côté un quartier central pour les contacts humains, les rencontres avec les joueurs les plus notoires, voire les plus célèbres de la ville. Je vous rappelle que cette année, par exemple, il y a 2 champions du monde dans l'effectif de la section paloise. Bon, c'est quelque chose qui a une très grande signification. Et certains de ceux qui s'intéressent au quartier le disent. En plus, y aller avec une culture rugby, c'est une manière d'intégration, quelque chose qui est positif et très important. Et ça rentre, troisièmement, dans la politique qui est la nôtre, de réhabilitation de bâtiments abandonnés pour leur donner une nouvelle destination qui soit une destination de rayonnement. Donc tout ça est très bien équilibré. Je suis heureux que nous puissions développer un projet comme ça. Je trouve que ça a une très grande signification. D'une certaine manière, c'est un peu comme El Camino. Le fait que ce qui est le plus visible, le plus notoire, parfois le plus célèbre ou le plus rayonnant de la cité se fasse au contact de ceux qui ont, au fond, qui n'ont pas l'habitude d'être ainsi rencontrés et peut-être qu'on leur offre des activités, je trouve ça très, au fond, très généreux
comme démarche. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai beaucoup insisté pour que les rencontres effectives, sportives et humaines aient lieu et que le quartier se sente en osmose le plus possible avec le club. Madame Bouchanafa. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Ce projet est génial parce que ce projet va pouvoir ouvrir beaucoup de portes à ces jeunes qui avaient besoin d'une structure, d'une section. La section paloise est un bon pilier pour ces jeunes et un bon tremplin. Il était important de les installer au cœur du quartier 12 des Bois parce qu'au cœur de ce quartier, dans ces stades-là, dans les anciens temps, c'était la ZOP qui était installée, c'était le rugby, c'était nos années, les années de nos parents, les années de nos arrière-parents. Et c'est un beau projet. Et ce projet est adhéré et apprécié par ces jeunes. Donc je tenais à le dire ce soir. Hein. Ce soir, ces jeunes ont la chance d'avoir au cœur de ce quartier une belle équipe, un bon accompagnement. Et ils sont fiers d'avoir été écoutés, premièrement, et de pouvoir participer justement à ce type d'activités et des ateliers qui seront mis en place par la section paloise. Les jeunes et leurs parents. Tout à fait. Parce que c'est intergénérationnel. Et c'est de la fierté intergénérationnelle. Je trouve ça très, très bien. Qui veut intervenir? Monsieur Lalanne. Je ne pensais pas réagir, mais un mot, vous disiez que c'était un quartier délaissé. C'est assez insultant par rapport à l'ensemble des opérations qui ont pu être menées depuis des années sur le secteur, pas simplement le quartier, sur le secteur. Donc il y a eu une vraie opération, et ça continue d'ailleurs, hein, de renouvellement urbain, etc. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'utiliser un tel terme qui est faux, factuellement faux, pour défendre le projet. Alors qu'il y ait un projet justement en osmose, un projet sportif de haut niveau, mais qui a un lien avec le quartier ou des associations périphériques, c'est très bien. D'ailleurs, alors vous pourrez dire coup de griffe, c'était pas assez bien pour le foot, mais c'est bien pour le rugby. Mais mon propos, il n'est pas là. C'est que vous avez voté au conseil municipal un bail amphithéotique, alors c'est factuel, hein, entre la ville et la section, mais cet investissement-là de 350 000 €, il est fait pour donc adapter l'équipement. La section, alors d'après ce que j'ai lu, n'a pas comme vocation, une fois que les travaux seront terminés au stade du hameau, n'a pas vocation de rester là, c'est ça? Donc il faudra réfléchir, hein, c'est-à-dire que s'il y a un départ de l'équipe qui s'entraîne là, eh bien, il faudra que le projet justement de lien avec les associations, les gens du quartier continue sous une autre forme. Donc la question c'est sous quelle forme? Et simplement, c'est un investissement, c'est une subvention de l'agglo pour un investissement sur des installations qui n'appartiennent pas à l'agglo. Une fois que cet investissement sera réalisé, que la section repart sur le stade du hameau, la propriété, c'est toujours la ville de Pau. Donc ça veut dire que la communauté d'agglomération a fait un petit investissement sur un équipement de la ville de Pau. Et donc, en tant que conseiller communautaire, on peut s'interroger sur je ne vais pas dire ce bricolage, hein, mais ce système-là de subvention, et puis pour un investissement, pour le compte d'eux, qui aboutit où? Voilà, donc... si, Monsieur Lalanne, éclairez-nous. Comme c'est une soirée où je suis bienveillant, généreux et irénique, je n'emploierai pas le seul mot qui me vienne en tête sur votre intervention. Le seul adjectif qui me vienne en tête, c'est mesquin. Alors, bien entendu, je vous donne acte de ce que la communauté d'agglomération devra être considérée comme étant, pour sa part, dans ceux qui auront à assumer, c'est pas la propriété ou en tout cas l'usage des équipements qui seront mis en place. Franchement, s'il y a une chose qui m'était pas venue en tête, c'était de faire ça
en faisant appel ou de faire ça en exploitant qui que ce soit, surtout pas la communauté d'agglomération que je préside. En rien. Donc de ce point de vue-là, oui, bien sûr, il y aura retour. Je vous rappelle qu'un bail amphithéotique, c'est à la fin de l'usage, il revient à son propriétaire initial avec naturellement un calcul de l'amortissement des investissements qui seront faits et naturellement l'agglomération sera reçue en tant que de ces investisseurs. Mais franchement, ce n'est pas glorieux comme intervention. Monsieur Boniface. Oui, dans ma bienveillance aussi. Si on doit reprendre tous les mots que vous employez, Monsieur Lalanne, on ne finirait pas de polémiquer et les conseils d'agglomération sont assez longs. Ce n'est pas pour défendre ma collègue Négia, mais ce qui a été, je crois, raté ici comme ailleurs en termes de rénovation urbaine, c'est que la rénovation urbaine, ce n'est pas uniquement du béton. Ce n'est pas uniquement détruire des immeubles et faire du pavillon. Il y a aussi des hommes et des femmes et des enfants qui y vivent. Et je crois que globalement en France, ce qui a été raté, c'est cet aspect-là. Même s'il y a des choses qui ont été faites ici et ailleurs, sur cet aspect-là, je crois que le constat national, c'est qu'on n'a pas été bon. Voilà. Donc je crois que délaisser, pour connaître bien ce quartier, pour y avoir vécu longtemps et avoir mes principaux amis là-bas, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on peut vous y inviter. En tout cas, venez voir, venez discuter avec les gens qui y vivent. Vous n'étiez pas né. Ne coupez pas. Comment? Non, ma mère y a vécu, vous voyez, donc ce que vous dites, vous voyez, encore une fois, vous coupez la parole. Voilà, donc laissez-moi finir. Donc, si vous connaissez des gens qui y vivent encore, qui y vivent depuis longtemps, je pense que ce qui a été raté, ça ne veut pas dire que c'est la faute du dernier mandat. Ce qui a été raté nationalement, c'est au-delà de l'aspect béton, ça vous fait rigoler, bon. C'est de s'occuper des gens qui y vivent. Voilà. Merci, Madame Poitou. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, c'est bien pour ça justement que le rapport que je vous ai présenté tout à l'heure a toute son importance et c'est surtout ce que nous allons essayer de ne pas rater. Mais je pense qu'on ne va pas le rater à Saragosse pour justement bien prendre en compte que l'humain, c'est d'abord ce qu'il faut prendre en considération dans ces projets-là et non pas le bâtiment. Parce que c'est vrai, et là, bon, Négia le sait, on est complètement sur la même longueur d'onde. S'il y a quelque chose qui est à Louse des Bois, c'est vrai que que les immeubles, enfin, tout est nickel. Hein. Moi, l'autre jour, je passais, je dis quand même, bon, mais il y a des choses quand même qui sont sérieusement ratées, à commencer par l'école d'ailleurs. Donc, je veux dire, ne recommençons pas et faisons bien attention justement à la considération à prendre, surtout sur ce quartier Saragosse, pour ne pas renouveler les erreurs et effectivement ne pas oublier qu'avant tout, ce sont des personnes qui sont concernées par la rénovation de ces quartiers. Monsieur Duchâteau. Non, mais la réponse, j'ai dit oui, mais c'est le branchement. Je vais essayer de ne pas entamer ce débat sur l'humain avec tout ce qu'on voit en termes de suppression d'aide et d'accompagnement à plein de niveaux. Je crois que ça reste inutile et je pense que les Paloises et les Palois constatent petit à petit et se feront leur propre idée sur l'idée et le caractère humain des mesures que vous prenez. Il faut censurer le gouvernement. Pardon. Je vois que vous vous engagez dans la voie de censurer le gouvernement. Et en effet, je comprends la réflexion que vous faites. Je ne parlais pas du tout du gouvernement, je parlais de votre gouvernement, effectivement. C'est bizarre de la part d'un membre éminent du Parti socialiste. Mais bon, après tout, la raison peut venir... Il n'y a pas de raison que vous restiez dans l'aveuglement. Et je vois un progrès, en effet, tout à fait intéressant. Bon, je pense qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Mais si, on parle exactement. Donc je vais continuer sur mon intervention initiale. Donc à propos de cette subvention de 350 000 €, bien sûr, bon, il faut que la section paloise puisse trouver un lieu d'entraînement digne de son rang. Et j'ai voté les dispositions en conseil municipal. Je les voterai ici. Juste une interrogation, ce projet-là, au moment du budget, on n'en parlait pas du tout. Donc je me pose la question de savoir sur quelle ligne budgétaire on prélève ces 350 000 €. Voilà, simplement. Et pendant que vous cherchez la réponse, une autre réflexion plus générale qui n'est pas polémique du tout, elle concerne les anciens exécutifs, notre assemblée ici présente. Je trouve que notre agglomération, si on se penche un peu sur l'ensemble des efforts que l'on fait pour le sport et les loisirs, prennent une place
en ce début de siècle, comme à la fin du siècle dernier d'ailleurs, assez considérable. Quand on regarde les salles de spectacle, les cinémas, même si c'est la ville en partie qui prend ça en charge, alors que ça devrait être l'agglo d'ailleurs, la section paloise Rugby Pro, un magnifique stade, l'élan béarnais que l'on soutient, on rénove si on besoin, la Coupe du Monde de kayak, le concours complet international, le Grand Prix automobile de Pau, un nouveau stade de foot. On fait des efforts considérables et très importants sur voilà, ce qui représente du loisir, une économie certes, et à côté de ça, on réduit fortement. En tout cas, nous avons un niveau d'investissement et d'accompagnement du monde économique réel qui m'interroge et m'interpelle, parce qu'on n'est pas au niveau de ce qui est en train de se passer de par le monde. On n'est pas au niveau y compris, nous avons une forte représentation de l'industrie pétrolière ici, ça va plutôt pas très bien, même si Total résiste bien. On risque de voir en 2016 les premiers effets de mesures qui vont être difficiles. Et on a à côté de nous de l'innovation avec des outils universitaires ou proches des Léoparcs, avec des créations, des innovations qui sont autour du développement durable, des nouveaux, ce qui remplacera les panneaux solaires, des nouveaux matériaux, effectivement, avec les nouveaux panneaux solaires qui seront à base d'éléments organiques. Tout ça n'est pas accompagné. La fibre, on a réduit les budgets. J'ai l'impression qu'on est finalement, pardon de vous livrer cette... voilà, c'est peut-être ce que vous prendrez pour une élucubration, mais on est un peu comme en 1900, à la fin des belles années de Pau. Il y avait le passage de l'aviation sur le pont Long, un avenir phénoménal, et les élus d'alors ont refait le casino, fait des routes, etc. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de passer à côté de choses essentielles. Donc moi, j'appelle simplement à ce que... Et encore une fois, j'ai participé à ça. J'ai participé à... Oui, plutôt. Ça, franchement, mais comme d'autres ici, M. Bayrou, je ne suis pas en train de polémiquer. Comme d'autres. Mais regardez la masse d'argent que l'on met sur ce que je viens de dire. Vous voyez, Monsieur Duchâteau, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, je pense que vous avez une vision courte. Mais je pense... Vous avez dit ce que vous pensiez, je dis ce que je pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on met, comme vous dites, sur le sport, c'est entièrement de l'économie. Pas du tout. Non, mais écoutez, arrêtez-vous une seconde et réfléchissez une seconde. Nous allons mettre 15 millions sur le stade. C'est pour des bâtiments et travaux publics. La totalité, les entreprises qui vont participer à l'ensemble de ces équipements, les 350 000 que vous votez là, c'est entièrement pour le bâtiment. La totalité des crédits que nous dépensons, ils sont pour l'économie. Et ce qui est purement sportif, c'est pour le rayonnement de la ville. Et le rayonnement de la ville, sa réputation, participe immensément à l'économie. Parce que les gens viennent, s'installent, ouvrent des entreprises si la ville est attractive. Et pour qu'elle soit attractive, il faut que son image... Je ne suis pas le premier maire de Pau à dire ça, parce que j'ai entendu André Labarrère dire ça suffisamment souvent, et je l'ai soutenu chaque fois qu'il l'a dit. Naturellement, c'est de l'économie. L'économie dépend entièrement du dynamisme interne de la cité et du rayonnement interne de la cité. L'économie, ce n'est pas d'aller apporter des subventions. Nous le faisons, en particulier pour IPREM 1 et IPREM 2, puisque c'est de ça que je crois, entre les lignes, vous vouliez parler. On va mettre plusieurs millions dans ces deux équipements de l'université. Mais ce n'est pas ça seulement l'économie. C'est que nous entraînions ensemble, nous dessinions ensemble le visage d'une ville qui sera rayonnante et connue dans tout son environnement national et international. C'est ça que nous faisons quand nous faisons un beau stade. Si le stade est beau, comme vous avez eu la gentillesse de le dire ou l'objectivité de le dire, si le stade est beau à la télé,
ça frappera les heures de télévision que le top 14 indiquera. Si nous avons de bons équipements pour l'entraînement, tout ça, ça amènera des spectateurs, ça amènera des nuitées, je pense au Grand Prix. Et en effet, je dis que c'est notre devoir et notre responsabilité de cultiver ça, et pas de donner seulement des subventions, ce qui semble-t-il, dans votre propos, était, à mon sens, à côté de la plaque. Tout ça, c'est une dynamique. C'est cette dynamique qu'il faut créer. Et c'est pourquoi, en effet, nous mettons tout ce que nous avons d'énergie, de savoir-faire et de moyens dans cette dynamique-là. Mais je note que vous regrettez d'avoir pris des positions différentes quand vous étiez aux responsabilités. C'est ce que vous avez dit, hein, que vous aviez participé. Je vous en donne volontiers acte. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut soutenir ces activités-là. Monsieur Sobat. Oui, monsieur le maire, une réponse tout à fait pragmatique. Tout d'abord, pour éclaircir les débats concernant le financement. Monsieur Lalanne faisait référence au bail amphithéotique. Effectivement, là, vous parlez de la subvention de 350 000 euros. Pour moi, cette subvention de 350 000 euros peut être également liée dans le cadre du projet global de 15 millions d'euros. C'est-à-dire, puisque, effectivement... J'allais le dire, pardon, parce voilà, que... je voulais intervenir quelques fois, voilà. Mais bon, ça va éviter quelques polémiques inutiles, monsieur Duchâteau et d'autres. Donc, c'est un projet global, c'est une enveloppe globale qui a été fixée, il faut la tenir. Et effectivement, nous avions le choix entre aller faire un centre d'entraînement sur place ou alors pouvoir joindre effectivement ce beau projet du stade à une action citoyenne, puisque vous savez que la section paloise est conventionnée avec l'agglomération. Monsieur Lalanne, ça ne vous intéresse pas, vous me dites, je vous réponds. Voilà. Vous savez que l'agglomération paloise, la section paloise est liée par convention avec l'agglomération paloise, et donc dans cette convention, il y a des actions citoyennes. Et quoi de plus beau comme action citoyenne que justement vouloir aller faire ce centre d'entraînement, plutôt que de le faire aux abords du stade du Hameau, d'aller le faire dans le quartier effectivement de Louz-des-Bois. Et puisque vous avez lu par cœur le bail amphithéotique qui a été voté en conseil municipal, vous savez fort bien que également la section paloise va avoir des travaux à sa charge. Et quand vous lisez bien le détail des travaux, vous pouvez vous-même avoir l'idée de les chiffrer pour voir qu'ils vont être extrêmement importants. Je doute, avec un investissement de cette ampleur par rapport à la section paloise, qu'ils aient envie de partir dans un an ou deux après avoir investi tant d'argent effectivement dans la réalisation de ces travaux. C'était une précision utile pour dire qu'il n'y a pas que l'argent de la collectivité, qu'il y a aussi des investissements de la section paloise et un projet citoyen qui tient la route au bout. Merci, monsieur Sobat, mais vous aurez compris ce qui se passe. Tout ça, c'est un problème interne au Parti socialiste. Nos collègues socialistes qui sont entrés en rébellion contre le gouvernement ont juré de nous empêcher de regarder la prestation du président de la République. Et franchement, je trouve que de ce point de vue-là, ce n'est pas très fair-play de leur part. Mais enfin bon, on le regardera en replay, monsieur Duchâteau. Fin de citation. Très bien. Je mets aux voix le rapport qui est d'avis de l'adopter. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Laine, vous avez des subventions pour manifestations générant des retombées économiques. Absolument. Je vous propose de ne pas être mesquin et ouvert pour voter 145 000 euros de subventions qui vont générer 800 000 euros de retombées économiques pour accueillir 5 associations qui viendraient, si nous les aidons, faire venir leur congrès à Pau au Palais Beaumont. Très bien. Qui est d'avis de l'adopter? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Morat, quartier du Hameau, avenant foncière logement. Merci, Monsieur le Président. Je reviens donc vers le quartier du Hameau. De manière très succincte, une convention a été passée entre l'État, l'Union des entreprises, l'association foncière logement et l'ANRU. Cette convention détermine les conditions de transfert de certains terrains pour les opérateurs d'action logement. Il est tout simplement l'Habitelem a identifié un terrain qui n'était pas le terrain d'origine sur un projet. Habitelem nous demande juste d'approuver ce changement de terrain et de signer un avenant à la convention. Voilà, sur un projet de 20 à 25 logements. Merci, je mets au voie le rapport unanimité. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 12, Monsieur Morat. Subventions aux opérateurs de logement social. Les subventions, je vais juste les citer. Opération Richelieu à Pau, une subvention de 53 200 euros de l'agglo. Ensuite, l'opération Le Brugna, 94 900 euros. L'opération Îlot Dessert, 199 000 euros. L'opération Les Merisieux, le Camp Nobel, 630 000 euros. L'opération Habitat adapté à Lons, 210 000 euros.
j'ai tout dit, pour un montant de 1 207 200 €. Merci. Tout ça, c'est de l'économie, Monsieur Duchâteau. Je mets au voie le rapport unanimité. Je vous remercie. Monsieur Boniface, vous avez l'accueil d'un volontaire en service civique au sein de la direction Nature et Patrimoine Végétal. Nous l'accueillons. Je mets au voie le rapport qui est d'avis de l'adopter tout le monde. Unanimité. Monsieur Brun, modification des statuts de l'EPFL. Est-ce que vous pouvez nous le faire bref? Très bref, Monsieur le Président. Première remarque, vous avez approuvé l'intégration dans le PFL de la commune de Baudrex et des communautés de la Cortaise. Premier point. Soit dit en passant, Monsieur le Président, le PFL recouvre à l'heure actuelle la plus grande partie des populations, de la population du Béarn, ce qui est un signe fort pour le pays de Béarn. Alors la deuxième chose, et la conséquence de cela, c'est qu'on arrive à un conseil, une assemblée générale pléthorique, à tel titre que notre communauté d'agglomération n'a plus assez de membres pour siéger et garantir la proportionnalité vis-à-vis des autres communes. Alors, le PFL propose une modification très simple, c'est-à-dire de diviser par 2 le nombre de représentants et de multiplier par 2 le nombre de voix, ce qui revient au même et ce qui permettra de façon raisonnable de faire fonctionner cet établissement. Je mets au voie le rapport de David l'adopté unanimité. Monsieur Brun, vous voyez que les manœuvres de retardement de nos collègues ne seront pas parvenues à nous empêcher. Ici, très rapidement, il s'agit de 2 agents qui ont perçu la prime de fonction affectée au traitement de l'information. Bon. Il se trouve que cette prime, je ne vais pas rentrer dans les détails, correspond à un certain nombre de critères. Elle leur a été versée pendant un certain nombre d'années pour un travail qu'ils effectuaient. Mais les services de l'État se sont rendus compte qu'il manquait un des critères de qualification et de rattachement qui fait qu'on a annulé cette prime et qu'on leur demande le remboursement pour un travail qu'ils ont effectué et qui ouvrait le droit à la prime. Alors, ce qui vous est proposé, ce qui est de la compétence, c'est une remise de dette parce que... Je vous remercie, j'imagine que c'est unanime. Monsieur Brun, nous poursuivons l'étude sur le secteur sauvegardé de Pau. C'est un dossier très important, mais également, je vais faire bref. Vous avez le plan qui est proposé dans le cadre de la création du secteur sauvegardé. Il faut savoir 2 choses. La première, c'est que ce secteur sauvegardé intervient dans le cadre de la ZPPAUP, qui va devenir la VAP, etc., peu importe, et qui a vocation, secteur sauvegardé, le jour où il se mettra en place, à se substituer dans son aire au plan local d'urbanisme. Bon. Ça relève maintenant, en vertu des textes nouveaux, de la décision de la communauté d'agglomération. Et ce qui vous est demandé, c'est d'approuver la poursuite de la procédure du secteur sauvegardé et de permettre au président de prendre toutes les mesures nécessaires, puisque ce dossier est programmé pour un passage devant la commission nationale le 31 mars. J'ajoute simplement que nous avons fouetté les chevaux pour avancer très vite parce qu'il y a une modification législative qui sera vraisemblablement en application au 30 juin prochain et qui ferait perdre une partie des avantages liés au secteur sauvegardé. Donc on voudrait passer avant et avoir l'arrêté du préfet ordonnant la création de ce secteur avant le 30 juin. Merci. Votre rapport a le soutien unanime de l'Assemblée. Monsieur Chenevière, pouvez-vous brièvement, ça n'est pas ad hominem, mais oui, j'ai compris, Monsieur le Président. Rapidement, cette convention avec l'EISTI, l'École internationale des sciences de traitement de l'information, se propose de lancer un partenariat avec la CDA. Donc l'EISTI forme de très bons ingénieurs et l'agglomération a des projets très importants en numérique. Eh bien, donc c'est un échange de bons procédés. Eh bien, merci de ce laconisme. Oui, allez-y. Oui, j'aurais 2 petites questions, puisque dans la délibération qui nous est proposée, nous avons juste un montant, nous n'avons pas de montant financier, juste un bon de livraison pour du matériel de la marque à la pomme, pour ne pas la citer. Donc j'aurais aimé savoir quel est le montant
du matériel qui va être prêté. Et par ailleurs, si vous aviez la même demande de la part de l'Université de Pau, ou est-ce que c'est qui fait la même chose, c'est un master en informatique et sciences de l'Internet, est-ce que vous avez envisagé d'avoir le même type de coopération avec un établissement public, en l'occurrence l'Université de Pau? Alors pour vous répondre, l'objectif c'est d'avoir une politique de partenariat la plus large possible. Alors c'est vrai que ça débute avec l'USTI, mais il n'y avait pas de partenariat jusqu'alors sur ces thématiques-là. Et pour vous donner le montant, il est globalement de 6 000 €, ce qui est une dépense somme toute réduite. Modérée. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Monsieur Pérez, avec la densité de votre propos habituel, la Béarnaise Habitat acquisition Voilà. VEFA de 26 logements. Exactement, pour un total de 3 800 000, il nous est demandé de garantir les emprunts à hauteur de 2 300 000. Pérez, unanimité. Monsieur Pérez, Béarnaise Habitat, 12 logements résidence, Lariou à Ous. Voilà, c'est un programme effectivement sur la commune de Ous de 1 700 000. Il nous est demandé de garantir des emprunts à hauteur de 1 300 000, plus une subvention de 48 000. Merci beaucoup. Unanimité. Monsieur Saubâtre, le Grand Prix automobile de Pau, voulez-vous qu'on donne tout de suite la parole à Monsieur Lalanne? Après, ça nous permettra de gagner du temps. Monsieur le Président, il est prévisible, Monsieur Lalanne, entre les comités de pilotage et le Grand Prix de Pau, je ne doutais pas qu'il allait prendre la parole. Mais voilà. Bon, on peut tout de même présenter la délibération avant, mais s'il la veut tout de suite, on peut lui donner. Allez-y rapidement quand même. Oui, il s'agit de vous autoriser, Monsieur le Président, à signer la convention tripartite qui est renouvelée entre la ville, l'agglomération et l'association sportive d'Automobile Club pour le Grand Prix de Pau, et d'autoriser également le versement d'une subvention de 250 000 € à l'association sportive d'Automobile Club pour une durée de 2 ans. Merci, Monsieur Lalanne. Mais moi, je prends toujours avec sérieux ce type de délibération, que je voterai évidemment comme nombre de conseillers communautaires, parce que en l'attente d'un reformatage hypothétique du Grand Prix de Pau, il faut donner les moyens à la ZAC d'organiser cet événement-là. Ça, c'est une chose. Ça explique le vote et ça permet d'éviter toute digression et toute gesticulation sur le fait que je serai où les élus qui se posent la question de la nécessité d'un reformatage du Grand Prix de Pau seraient contre tout Grand Prix de Pau. La délibération stipule qu'il y a 118 entreprises partenaires, c'est bien. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a la place d'une réflexion pour discuter de l'évolution du Grand Prix de Pau. Merci. Et je souhaite, moi, que la réflexion ne soit pas un tabou et qu'on l'amène ensemble. Dernière chose, la fréquentation, il est noté dans, mais ça c'est annexe, 49% de plus de fréquentation par rapport à 2013, c'est exceptionnel. Bon, il faudra quand même revoir les chiffres, parce que s'il y avait 50% d'augmentation en plus d'entrées payantes, ça veut dire que l'économie du projet change complètement. Et donc là, on a des recettes qui doivent être prises en compte dans ce type d'événement. Bien, merci Monsieur Lalanne. Autrement dit, vous êtes contre, mais vous allez voter pour. Je comprends que la majorité ait des difficultés. Moi, je ne fais pas de politique. Vous qui vous targuez de dire que les idées mènent le monde. Exactement. Je pense que les débats au Palais Beaumont, s'ils étaient de ce niveau-là, avec des crispations, des caricatures d'opposition, eh bien, ça ne volerait pas très haut. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, vous devez accorder ici, comme quand on en discute en tête-à-tête, de l'importance ou du crédit à votre interlocuteur, surtout sur des sujets comme celui-ci. Non, ce n'est pas mon interlocuteur que je mets en cause, c'est sa cohérence. Parce que ça me fascine toujours, quand les gens qui expliquent, qui sont contre et qu'ils votent pour, ça trace dans ma tête un point d'interrogation. J'ai eu tort d'en rendre compte, parce que c'était d'une certaine manière un manquement à la bienveillance que j'avais décidé d'appliquer ce soir. Mais je comprends parfaitement... Je ne demande pas de la bienveillance de votre part, parce que bon, ça peu m'importe, mais de la compréhension, ce serait effectivement... Très bien. De la compréhension sur le fond, hein, pas sur la compréhension... Bien, je vous remercie. Le rapport a été adopté donc à l'unanimité
Ceux qui ne doutent pas et ceux qui doutent ont voté pour. Monsieur Brun, il vous reste à faire élire je ne sais qui, moi, avec comme suppléant Monsieur Laurent au Conseil de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Je vous remercie. À main levée, tout le monde est d'accord. Si, il faut voter le fait qu'on est d'accord pour voter. Hein? Il faut l'unanimité pour ne pas voter à ce Ah oui, pardon. Il faut l'unanimité. Pour ne pas voter à bulletin secret. C'est M. Vojani à la place de M. Laurent, excusez-moi. Voilà, c'est ça, c'est M. Vojani. Très bien, alors je me suis trompé. Je vous consulte pour savoir si on vote à main levée. Tout le monde est d'accord et tout le monde est d'accord pour voter. Je vous remercie. La séance est levée. Vous avez le droit d'aller voir le président de la République.